bienvenue dans le 76 cast. Je ne sais pas quel département correspond au 75, au 76, donc je ne peux pas faire la même blague que la semaine dernière. Désolée, ça doit être la Seine-Maritime ou un truc du genre. Tu connais 76? C'est ça, Rouen. Waouh, je suis trop forte en fait. Je ne l'ai pas préparé, hein, juré. Aujourd'hui, nous aurons Christian Kest de OpenStreetMap, le nouveau président d'OpenStreetMap France, qui va nous parler de cartes au hasard et de tas de projets qui tournent plus ou moins prochement autour d'OpenStreetMap. Je parle n'importe comment, c'est fait exprès. Et d'abord, on va parler de Bitcoin et d'un des grands mystères de l'Internet qui est qui a inventé le Bitcoin. Parce que le 2 mai, il s'est passé quelque chose. Le 2 mai, une dépêche AFP est tombée et nous a appris que, je cite, « Après des années de spéculation et de mystère, le véritable créateur de la monnaie numérique Bitcoin a choisi de révéler son identité. Il s'agit de l'entrepreneur australien, Craig Wright. » Donc l'AFP est assez catégorique, hein, il a révélé son identité, il s'agit de lui. Ça a été repris dans les journaux parce que si c'est l'AFP qui le dit en général, c'est que c'est vrai. L'AFP elle-même s'appuyait sur d'autres médias très respectables qui étaient la BBC, The Economist et le magazine GQ. Et ces trois médias avaient été convoqués par ce Craig Wright qui leur a dit « Je vais tout vous avouer et en plus je vais apporter la preuve que j'ai créé le Bitcoin ». Et donc tout ceci était très bien ficelé. Alors c'est quand même une révélation de taille parce que le Bitcoin, personne n'a jamais su qui l'avait créé. C'est une monnaie virtuelle qui a été lancée en 2009, pour rappel, qui permet aux gens de faire des achats, des transactions sur Internet, d'acheter et de vendre de manière anonyme. Et en plus, le truc, c'est que ça vérifie automatiquement toutes les transactions financières. Il n'y a pas d'organisme central qui chapeaute le système comme avec les vraies monnaies. Et donc, c'est uniquement des algorithmes, des procédés automatiques avec de la cryptographie qui vérifient, qui valident et ça fonctionne tout seul. Et en plus, les bitcoins se créent tout seuls aussi via des ordinateurs qui les minent. Bref, c'est compliqué. Et on n'a jamais su qui avait créé le bitcoin. À l'époque, dans le premier document qu'il a décrit en 2009, c'était signé Satoshi Nakamoto. Et on ne savait pas si c'était un vrai nom, un pseudonyme, une blague, une référence. C'est un mystère complet. On sait juste que c'est complexe, que c'est brillant, que ça doit être quelqu'un de très intelligent, qui doit avoir une pensée assez libertaire en matière de finance et qui doit s'y connaître pas mal, quoi. Donc il y a eu des enquêtes, hein, tout le monde a cherché qui ça pouvait être. Le magazine Newsweek a eu une idée en 2014, ils ont trouvé le suspect idéal et ils étaient extrêmement fiers d'eux. Ils ont dit que, loin de nous mener vers un jeune prodige qui utilisait Nakamoto comme pseudonyme, nous avons trouvé la subtilité, c'est qu'en fait c'est son vrai nom. Et notre piste nous a conduit à un Américain d'origine japonaise âgé de 64 ans qui s'appelle vraiment Satoshi Nakamoto. Ils sont allés voir le mec, je crois qu'il y a une photo où ils sont devant sa porte, hein, ils ont toqué « Bonjour monsieur Nakamoto, c'est vous qui avez inventé le Bitcoin ?» Le mec il fait « De quoi vous me parlez ?» Donc c'est un physicien, ça collait jusque-là, il est libertaire, ça collait jusque-là, il résidait en Californie et il se tait beaucoup. Alors c'est pour ça que l'hypothèse leur plaisait, parce qu'il leur demandait « Mais si, à l'époque où le Bitcoin a été pensé, au début des années 2000, vous faisiez quoi ? Je peux pas vous dire, c'est top secret. » Ah mais vous voyez que c'est vous. Mais non, c'est pas moi, c'est juste que c'est top secret. Je travaillais pour l'armée américaine et j'ai travaillé pour diverses entreprises, mais ce que je faisais pour eux est classifié, je peux pas vous le dire. Alors pour eux, pour Newsweek, c'était la validation totale, c'est qu'ils avaient raison. Sauf que le mec a toujours nié. Il a même fait une déclaration à un moment où il en avait marre, donc il a fait une déclaration officielle où il a dit à tous les journaux, c'est pas moi. Ouais, ça, c'est moi. But Bitcoin, c'est the pas moi. main reason I'm here is to clear my name that I have nothing to do with Bitcoin, nothing to do with developing. I was just an engineer doing something else. Voilà, j'étais juste un ingénieur qui faisait autre chose. Il veut pas dire quoi, mais il nous jure c'était autre chose. Donc aujourd'hui, l'article qui dit que c'était lui sur le site de Newsweek est inaccessible, ce que je trouve quand même drôle, il pourrait assumer un petit peu. Enfin, je sais pas, pour les archives de l'histoire de l'humanité, c'est quand même intéressant de laisser l'article en ligne. Alors par la suite, les journaux ont cherché d'autres candidats, et en décembre 2015, Wired a trouvé cet Australien, âgé de 44 ans, et qui s'appelle Craig Wright. Et pour eux, il y avait tout un faisceau d'indices qui disaient que, en gros, soit il a inventé le Bitcoin, soit c'est un imposteur très 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 brillant qui arrive à vraiment nous faire croire qu'il l'a inventé, ou en tout cas, il a travaillé sur le Bitcoin pendant des années et il s'y connaît super bien. En tout cas, il a quelque chose à voir avec, quoi.
Alors Wired a d'abord listé des indices qui montraient que c'était lui, ensuite ils ont douté, ils ont dit ouais mais en fait non, c'est bizarre parce qu'il change des trucs sur son blog, on dirait qu'il manipule les informations. En plus il se met beaucoup en avant ce monsieur, hein. C'est tout le contraire de l'américano-japonais là. Il y a sa photo partout sur son site en train de poser comme ça, voilà, je suis super brillant. Et ensuite, Wired a dit, attendez, il paraît qu'il va tout avouer, il est en train de se préparer à tout avouer. Et effectivement, Craig Wright a convoqué ces 3 médias, donc BBC, The Economist et GQ, pour leur dire, je vais vous prouver que c'était moi. C'était début mai. Et pourquoi il a décidé de tout avouer tout d'un coup? C'était, soi-disant, pour protéger ses proches du harcèlement médiatique dont il faisait l'objet. Il est très très modeste, il dit « Je ne veux pas être l'image publique de quoi que ce soit, je veux travailler, continuer de faire ce qui me plaît. Je ne veux pas d'argent, je ne veux pas de gloire, je ne veux pas d'adoration, je veux juste qu'on me laisse tranquille. » Mais par contre, c'est lui qui vient tout avouer. Alors il dit qu'il aurait choisi son pseudonyme Nakamoto d'après un philosophe japonais du XVIIe siècle, Tominaga Nakamoto, qui était un défenseur du libre-échange. Et la preuve qu'il a apportée aux médias, c'est qu'il allait utiliser les clés de chiffrement qui avaient été utilisées à l'époque pour envoyer 10 bitcoins à un monsieur appelé Hal Finney en janvier 2009. C'est la toute première transaction en bitcoin qu'il y a eu. Et lui, il avait dit, je vais réutiliser la clé de chiffrement, comme ça vous allez bien voir que c'était moi, parce que c'était celle de l'époque. My name's Craig Wright, and I'm about to demonstrate a signing of a message with the public key that is associated with the first transaction ever done on Bitcoin. And who does the world think did that first transaction? What's the name associated with that first transaction? The monkeyer is Satoshi Nakamoto. So you're going to show me that Satoshi Nakamoto is you? Yes. Voilà, et si j'ai bien compris, après il a reposté un message sur son blog, c'était un texte de Jean-Paul Sartre qu'il a re-signé avec la même clé, je crois, un texte de Jean-Paul Sartre refusant le prix Nobel et qu'il a re-signé avec la même clé. Mais il a refusé de signer quoi que ce soit d'autre que ça devant les journalistes, ce qui fait penser aux sceptiques qu'il a préparé un coup. Donc il y a 2 seules choses qu'il accepte de signer, c'était la première transaction des 10 bitcoins et le texte de Sartre. Et les gens se sont dit, mais si ça se trouve, le texte de Sartre, il avait déjà été signé à l'époque par Nakamoto, et il a juste réussi à mettre la main dessus. En tout cas, ce sont des vieilles informations qu'on peut retrouver. Il s'y connaît très bien, il connaît très bien les archives de bitcoin et tout, et il était là dans les premières années, mais c'est pas quelque chose qui nous prouve formellement que c'est lui Nakamoto. Le truc qui le prouverait formellement, en fait, ça serait qui déplace l'un des 50 premiers bitcoins créés, parce que les tous 50 premiers, on sait que c'est Nakamoto qui les a toujours en sa possession. Ils ne sont pas en circulation, ils sont tous numérotés et tout ça, et on peut vraiment les surveiller automatiquement. Donc s'il y a un de ces 50 bitcoins qui bouge et qui va sur un autre compte, eh ben on saura que c'est lui qui a donné l'ordre. Mais ça, il ne veut pas le faire. Alors pourquoi il passe autant de temps à se faire mousser, mais il ne veut pas donner la preuve que tout le monde attend, on ne sait pas. Il y a des gens qui ont vu que sur son profil LinkedIn, il a listé des diplômes et des expériences qu'on n'a pas réussi à vérifier. Quand on appelle les universités et tout, ils disent non, on voit pas, on n'a pas eu cet étudiant et tout, donc c'est louche. Sur son blog, il y a des informations qui ont été antidatées, si on va fouiller un petit peu, donc franchement c'est sale et c'est louche. D'autres qui ont été très récemment modifiées alors qu'elles sont initialement datées de 2009, c'est louche aussi, donc on ne sait pas trop ce qui magouille. Et depuis, il nous a promis qu'il allait vraiment prouver son identité. Il nous a dit d'accord, je vais déplacer l'un des tout premiers bitcoins, et puis il a renoncé. En fait, non. En fait, à mesure que les événements de la semaine se sont déroulés, il écrit sur son blog, et alors que je me préparais à publier la preuve d'accès aux toutes premières clés, je me suis effondrée, je n'ai pas le courage. Alors ça, c'est vraiment une bonne excuse. Hein. Je sais maintenant que je ne suis pas assez fort, je suis désolée. Je ne sais pas si tu es convaincu. Bah, franchement, non. J'ai envie de dire « mouais ». Voilà, puis finalement la question c'est, est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir qui c'est l'inventeur du Bitcoin, ou est-ce qu'on ne pourrait pas garder ce... C'est bien d'avoir du mystère. Ouais, voilà. C'est bien, ça devient une légende du coup. C'est un truc qu'on saura jamais, et je trouve ça presque mieux qu'on ne le sache pas, quoi. Oui, tout à fait, ouais. Voilà. Et bien sur ce, on va pouvoir passer aux choses sérieuses, mais pas avant une virgule what the fuck. Bonjour, c'est William, coach en séduction sur Bordeaux et sur Arcachon, et aujourd'hui j'ai un thème spécifique pour vous. Faut-il draguer les caissières dans les magasins ? Je suis désolée, mais j'avais vraiment envie. Voilà, c'était William, coach en séduction. Il y en a plein d'autres des comme ça. On n'est pas obligé de répondre, hein.
Ah mais lui il répond. Hein. Ah, Après il explique pendant 10 minutes qu'il a essayé, qu'il va les voir et il leur chuchote à l'oreille « Bonjour, je me cherche une copine, est-ce que ça vous intéresse ?» Et après il dit Alors a priori elles ont l'air intéressées, mais en fait il y en a une minorité qui est intéressée parce que j'ai vu que les numéros qu'elles me donnaient c'était des faux. » Allez, quartier libre. Quartier libre, donc avec Christian Kest, nouveau président d'OpenStreetMap France. Il y a plein d'actualités et ça tombe bien parce que ça va bientôt être la grande conférence annuelle d'OpenStreetMap qui s'appelle State of the Map. Et oui, tous les ans on fait notre conférence. Cette année c'était à Clermont-Ferrand. Et donc un peu plus de 200 participants, et puis des sujets vraiment très très variés, et un intérêt qui se développe, y compris dans les entreprises, dans le domaine privé, et pas que les contributeurs bénévoles. Et quel genre d'entreprise s'y mettent maintenant ? Bah, écoute, on a eu beaucoup moins de mal, par exemple, cette année à trouver des sponsors. On en a même qui se sont proposés spontanément. Donc, c'est un changement. On sent qu'il y a un vrai intérêt. On a eu comme gros sponsor Michelin, qui est quand même assez majeur dans le domaine. Mais il y a aussi d'autres entreprises qui font des logiciels de cartographie, qui font des services en ligne liés à la cartographie, qui utilisent plus ou moins les données OpenStreetMap. C'est pas toujours leur cœur de métier, mais voilà, ça prend. Et puis il y a aussi des services publics, il y a la SNCF qui est un partenaire depuis assez longtemps, voilà, donc y compris des partenaires locaux. Avec il y a la plateforme régionale qui s'occupe des informations géographiques aussi, qui nous a beaucoup soutenus. Bon, bah c'est cool, c'est toujours mieux que quand on est entre soi, entre bénévoles libristes convaincus et. Oui, on sent vraiment un changement un changement de courant. Ok. Alors, l'une des dernières actualités que j'ai vu passer sur OpenStreetMap, c'était un crowdfunding, un financement participatif, sur le Bénin. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a entre OpenStreetMap et le Bénin ? Eh bien, pour cartographier sur OpenStreetMap, soit on va sur le terrain, soit on utilise des images aériennes, des images satellites. Et là, on avait des images satellites qui étaient de relativement basse définition, c'était pas exploitable. Et donc toute la région de Cotonou était relativement difficile à cartographier parce qu'on n'avait pas d'image. Donc là, OSM Bénin, donc ce qui est bien, c'est que c'est vraiment la communauté locale qui a décidé, s'est dit bon voilà, vu qu'on n'a pas librement et gratuitement des images, et si on en achetait ? Donc ils ont lancé un crowdfunding, un petit peu plus de 2000 €, c'était pas non plus une somme délirante, et ça a permis d'acheter des images satellites auprès de gros fournisseurs. Alors il y a des gens comme ADS, Airbus, tout ça, qui permettent du coup à la communauté locale de cartographier toute la région de Cotonou. Parce que, donc pour rappel, les images satellites, donc il y en a des différents fournisseurs. Il y en a qui ont accepté des sortes de partenariats avec OpenStreetMap pour qu'on puisse utiliser leurs images pour tracer les cartes. Oui, on a depuis de nombreuses années, il y a Bing, Microsoft, qui nous autorise à utiliser leurs images aériennes et leurs images satellites pour créer de la donnée dans OpenStreetMap. Depuis quelques temps aussi, on a Digital Globe, qui est une société qui fait de l'imagerie satellitaire de haute résolution. Donc, mais là, sur Cotonou, ni l'un ni l'autre n'avait d'image de bonne qualité. Donc, dans ce cas-là, l'achat d'autres images. Ouais. Okay. Et dans les actus aussi, j'ai noté une missing map, c'est quoi ? Ah, les missing maps, ça c'est des... On fait ça en soirée généralement. Ça permet de découvrir un peu la cartographie, comment cartographier sur OpenStreetMap pour justement aller compléter ou créer vraiment la carte dans une zone du monde qui est complètement dépourvue de données cartographiques. Donc souvent, c'est à la demande d'ONG comme Médecins sans frontières ou la Croix-Rouge qu'on va intervenir, qu'on va aller se cartographier par exemple la région des lacs en Ouganda là c'était pour une mission pour Médecins sans frontières qui fait du dépistage entre autres du sida mais aussi d'autres maladies. Et puis leur problème c'est ils savent sur une grande zone combien il y a d'habitants, mais ils savent pas exactement où ils habitent. Et ce qu'ils veulent, c'est pouvoir positionner leur dispensaire à un endroit le plus intéressant pour capter la population locale, pour qu'elle n'ait pas à trop se déplacer pour venir au dispensaire. Donc voilà, on fait ça le soir, ça permet de découvrir la cartographie sur OSM quand on n'en a jamais fait. Donc il y a souvent beaucoup de débutants qui viennent, et puis on commence par cartographier des endroits où il n'y a pas grand-chose, et puis on rentre chez soi, et puis on continue dans son quartier.
quartier, parce qu'on est toujours l'expert du quartier. Mais ça, c'est super valorisant quand on commence OpenStreetMap de faire un endroit où il n'y a pas de route du tout, quoi, et de tracer les premiers traits plutôt que... C'est valorisant et c'est plus facile. Et c'est plus facile. Donc franchement, si vous voulez essayer, voilà, les Missing Maps sont une bonne introduction. Donc on a fait une Missing Map à Clermont-Ferrand et on publie régulièrement sur le site d'openstreetmap.fr les prochaines Missing Maps. Il y a encore des choses à voir à Clermont-Ferrand qui ne sont pas sur la carte ? Il y a eu... non, Clermont-Ferrand, je pense que c'est un coin qui est extrêmement bien cartographié parce que Michelin commercialise le plan de Clermont-Ferrand et des environs qui est fait à 100% avec des données OpenStreetMap. Et donc, ils ont complètement amélioré les données sur la région à plusieurs reprises. Donc là, je pense que c'est un endroit qui doit être parfait. Ok. Et alors, donc, j'ai noté 3 grands sujets qui sont des projets dans lesquels tu es très impliqué et qui commencent en général par Open. Ouais. On a Open Solar Map, c'est une histoire d'énergie solaire. Oui, l'idée est venue d'une question qui a été posée sur le forum d'OpenStreetMap. Quelqu'un voulait savoir si on avait des données qui permettaient suffisamment de données dans OpenStreetMap pour savoir où mettre les panneaux solaires sur les bâtiments, sur quel bâtiment ça vaut le coup, parce que les panneaux solaires, ça a le meilleur rendement quand ils sont orientés au sud. Et donc, on a les bâtiments, mais on ne sait pas comment sont orientés les toits. Et donc, j'ai proposé ce sujet à un concours qui était organisé par la région PACA. Le sujet a été retenu comme idée. C'est bien quand on fait des concours où on peut proposer juste des idées. Et on a concrétisé l'idée après pendant un autre hackathon qui s'occupait de la conférence sur le climat. Et on a créé une petite interface en ligne sur opensolarmap.org qui permet, alors c'est un peu ludique en plus, d'indiquer comment on reconnaît l'orientation du toit à partir de l'image aérienne, s'il est orienté est-ouest, nord-sud, ou s'il est plat, ou si c'est vraiment compliqué. Et donc voilà, on a comme ça... On va sur n'importe quelle région de France, par exemple ? Non, en fait, ça te montre un bâtiment. Ça te montre un bâtiment, puis voilà, il choisit automatiquement un bâtiment et tu regardes le toit, tu dis voilà, moi je le vois orienté nord-sud ou est-ouest, et puis voilà. Il y a 4 petits symboles, voilà, c'est super facile à faire. Et on n'a pas besoin d'avoir de compte OpenStreetMap, on n'a pas besoin, voilà, c'est vraiment un truc. Moi, quand je m'ennuie dans le métro, tu vois, je fais ça même. 5 minutes de toit. Voilà, 5 minutes de toit, clac, clac, clac. Les 3 premières semaines, on a eu 100 000 contributions qui ont été faites. Donc ça a permis de catégoriser assez rapidement plusieurs milliers de toits. Et donc la suite à laquelle j'avais pensé dès le départ, c'était et si on pouvait apprendre un réseau de neurones à l'aide de tout ce qu'on aura fait manuellement, si on pouvait apprendre un réseau de neurones à reconnaître l'orientation des toits, peut-être qu'après ça nous éviterait d'avoir à le faire manuellement. Les réseaux de neurones, c'est ce qu'on appelle le deep learning, c'est des ordinateurs qui reproduisent à peu près le fonctionnement des neurones humains et qui apprennent à faire quelque chose tout seul. On leur donne des consignes et ils s'exercent et ils deviennent meilleurs en apprenant tout seul. C'est très adapté pour faire de la classification d'images et ce genre de choses. C'est vraiment très très efficace pour ça. Et donc j'ai un collègue qui s'est mis sur le sujet et il a mis au point il a entraîné un réseau de neurones spécifiquement pour reconnaître les toits. Et là, ça fonctionne bien dans 90% des cas à peu près. Tu viens de mettre plein d'internautes bénévoles au chômage. Oh, mais on a plein d'autres choses à faire, tu sais, plein d'autres choses, donc il n'y a pas de souci. Mais alors, les données, à la fin une fois qu'on sait où sont orientés tous les toits, qui s'intéresse à ce genre de données ? Parce que les particuliers, ils s'intéressent à leur propre toit, mais ils savent déjà comment il est orienté. Oui. Tout ça, c'est pour qui ? Alors ça peut. Alors déjà, ces données, quand on a déterminé l'orientation du toit, on les remet dans OpenStreetMap. Donc ça fait qu'elles sont accessibles à tous. C'est quand même l'idée de base. Et ça permet, par exemple, sur une commune, de faire des études sur le potentiel solaire. Se dire, sur les bâtiments de la commune, j'en ai 10% qui permettent de poser des panneaux solaires. Sur les 100 000 premières contributions, j'ai calculé, on s'avait permis de classifier 10, 12 000 bâtiments, et j'ai calculé la surface de panneaux solaires qu'on pourrait mettre sur ce premier lot de bâtiments qui a été fait manuellement. Ça représentait 1,5 million de mètres carrés de panneaux solaires.
Donc tu vois, ça peut aller très très vite. Et voilà, ça permet de faire des études un peu plus globales, de se dire voilà, ça c'est une zone où j'ai tel pourcentage, j'ai tel quartier, j'ai beaucoup de bâtiments qui sont correctement orientés. Donc une société qui veut vendre des panneaux solaires, c'est quand même mieux qu'elle les vende à des gens pour qui ça donnera un bon rendement. Ça intéresse EDF et compagnie, ce genre aussi, de oui, ce tout genre à fait, ouais. d'informations. Bientôt, on recevra des pubs dans la boîte aux lettres qui diront savez-vous que votre toit est orienté au sud et qui ferait un super bon candidat pour des panneaux solaires. Et je préfère ça à avoir des panneaux solaires sur des maisons qui sont pas du tout orientées correctement. Malheureusement, il y en a un peu trop à mon goût. Ouais, donc aujourd'hui, il y a combien de bâtiments, tu sais, à peu près, qui sont recensés? Il y a eu à peu près on va passer la barre des 200 000 contributions, donc 200 000 personnes qui ont cliqué pour indiquer l'orientation du toit, et on est à 30 000 bâtiments qui ont été classifiés. C'est aussi utile parce que ça permet de trouver les bâtiments qui ont un toit plat, et les toits plats, c'est pas... On peut mettre des panneaux solaires, mais on peut aussi les végétaliser. On peut en faire, voilà. Et dans le concours, dans le hackathon climat auquel on a participé, il y avait une autre équipe qui avait comme objectif de végétaliser les toits. Et en fait, ils ont utilisé les données que les contributeurs à Open Solar Map produisaient. Donc voilà, c'est des trucs assez sympas. Ouais, tout à fait. Cool. Alors un autre truc un peu plus technique peut-être ou politique, c'est la base adresse nationale. Ouais. Ça c'est un truc, ça date de combien de temps? C'est un nouveau partenariat, non? C'est un partenariat qui a démarré il y a 1 an et demi, qui a été vraiment scellé officiellement, lancé officiellement il y a 1 an. C'était mi-avril 2015. C'est un partenariat entre l'IGN, la Poste, l'État et OpenStreetMap France pour oui, une belle équipe, une équipe originale surtout, parce que c'est pas tous les jours qu'on fait un mix comme ça entre une société privée, la Poste une société privée, l'IGN qui est un établissement public, l'État une association. Et donc l'idée c'est de constituer une base qui regroupe toutes les adresses françaises avec leur localisation géographique. Parce que c'est une information... Faire le lien entre des coordonnées géographiques et une adresse. 123 rue des Prés. Voilà, tu as une adresse postale et pouvoir la localiser, la positionner sur une carte. C'est le lien entre beaucoup de données, parce que dans énormément de données, il y a des adresses, il y a des adresses postales, il n'y a pas de coordonnées géographiques. Mais si on veut faire une étude, voir une impact sur le terrain, et là, on a absolument besoin de ce lien géographie, adresse postale. Donc c'est une base qui, surtout, sa particularité, c'est d'être collaborative, c'est-à-dire que tous les acteurs qui manipulent de la donnée adresse, et ils sont nombreux, pourront participer à l'amélioration du contenu de cette base. Parce que il y a 400 000 adresses qui changent tous les ans en France, et donc il faut quand même un petit peu de monde pour mettre ça à jour. Concrètement, comment on peut mettre ça à jour Alors pour l'instant, c'est en cours de construction. Il y a des données qui sont diffusées, mais la base collaborative est en cours de construction. Il y a déjà des outils qui sont destinés aux communes, pour que les communes, parce que c'est elles qui créent les adresses. C'est elles qui savent, oui. Voilà, c'est elles qui les créent. Donc il y a déjà un outil qui existe pour ça. Il y a aussi un petit outil qui est destiné à de la contribution un petit peu plus citoyenne pour pouvoir indiquer là il y a une erreur, prier de la corriger. Mais il faut qu'on fasse quelque chose de beaucoup plus collaboratif et de plus étendu, avec en intégrant les pompiers, en intégrant tous les opérateurs de réseau, que ça soit les télécoms, que ça soit le gaz, l'eau, l'électricité, tous ces gens-là, ils ont des bases de données avec des adresses, ils vont sur le terrain, ils ont des positions géographiques. Et voilà, il faut que tout le monde travaille pour qu'on ait une base la plus propre, à jour possible, la plus complète, parce il y a encore beaucoup de travail pour avoir un truc parfait. Finalement, le plus gros boulot, ça va être de prévenir tous ces organismes pour qu'ils soient au courant, non? Enfin, de faire la pub du projet auprès des municipalités, des pompiers. Oui, alors il y a ça. On a organisé ce qu'on a appelé un ban tour en région pour aller expliquer aux collectivités, pour aller expliquer aux services locaux le projet, comment ça allait fonctionner, ce que ça allait permettre de faire. Et puis, il y a un gros sujet qui est d'arriver à faire
collaborer des gens qui n'ont pas forcément tellement cette culture de la collaboration. Donc voilà, donc ça c'est le... Leur expliquer ce que c'est qu'une licence libre. Leur expliquer ce que c'est qu'une licence libre aussi, tout à fait. Leur expliquer ce que c'est que de l'open source, d'écrire du code en commun, voilà, et trouver le bon moyen de fonctionner alors que c'est pas leur culture à la base. Dernier truc dont tu voulais parler, Ouais. Open Event Database. Ouais, alors ça c'est... la carte. Alors il y a de la carte, mais voilà, je t'expliquais comment l'idée m'est venue. Si OpenStreetMap aujourd'hui, on a des données qui sont relativement complètes au niveau du réseau routier, on peut calculer des itinéraires, on peut faire beaucoup de choses. Il y a des applis qui permettent de... Ah oui, oui, il y a pas mal d'applis. Alors, et je veux l'itinéraire via OpenStreetMap. Oui, tout à fait. Alors, on n'a pas d'appli officielle OpenStreetMap, ce qui est... Par définition, un peu, non? Oui, c'est un choix, en fait. Et du coup, on a toute une panoplie d'applications disponibles qui permettent de faire des calculs d'itinéraires, qui permettent d'utiliser un GPS routier. Il y en a... On ne sait pas forcément, malheureusement, que ce sont des données OpenStreetMap qui sont utilisées derrière, mais voilà, il y a pas mal d'applications qui existent. Et je me suis dit, mais il y a beaucoup de gens qui utilisent des applis comme Waze, par exemple, parce que ça te signale des informations en temps réel, des bouchons, des accidents, des fermetures de route, ce genre de choses. Et ça, on n'a pas de projet collaboratif ouvert qui permette de partager des données de ce type-là, c'est-à-dire des données qui sont localisées dans l'espace, mais aussi dans le temps. OpenStreetMap n'est pas fait pour ça. Et donc j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé de projet de ce type-là. Et donc je me suis dit, et si on lançait un projet pour se partager des données de ce type-là. Et le projet s'est étendu avec d'autres idées. On n'a pas assez de données encore à récolter pour enrichir la base OpenStreetMap, il faut qu'on en rajoute d'autres. Voilà, toujours. C'est jamais fini, il y a jamais de... C'est sans fin comme sujet. Donc voilà, donc Open Event Database, c'est encore un peu embryonnaire, ça démarre, c'est des tests, du prototypage pour voir un peu ce que ça peut donner. Mais l'idée, c'est de pouvoir retrouver aussi bien des alertes météo, des infos routières, mais aussi des horaires, que ça soit de transport public, de train, de cinéma, un peu tout ce qu'on peut localiser dans l'espace et le temps. D'accord. Tout ce qui se passe à un moment donné, à un endroit donné. Voilà. En fait, la vie. Mais qui soit public. Oui, c'est un peu ça. J'entends souvent parler de Smart City et de ce genre de choses. Je me dis, mais en fait, c'est un peu le cœur de la Smart City, c'est un peu ça, quoi. Le cœur, il doit battre. Ouais. Bah punaise, il y a du boulot. Oui, il y a du boulot. C'est quoi ça que tu nous as apporté? Ah ouais, j'ai amené un petit gadget. Ça, je pense que c'est... Si OpenStreetMap existe, c'est la conjonction de plusieurs choses. C'est le fait qu'Internet soit là, le fait qu'on ait des GPS qui permettent d'enregistrer des positions, puis aussi des images satellites, aériennes, etc. Et ça, c'est un des éléments qui va changer, c'est les nouvelles générations de GPS qui permettent de descendre à des précisions qui sont plus de l'ordre du mètre. Ce qu'on a dans nos smartphones et tout ça, c'est à peu près quelques mètres de précision. Là, avec ça, on obtient une précision de l'ordre du centimètre. Donc tu peux faire du guidage sur un trottoir pour un aveugle, chose qu'on ne pouvait pas faire avec un GPS qui nous positionne à 5 mètres près, c'est-à-dire un coup sur la route, un coup dans le bâtiment. Ça, c'est un truc super avec OpenStreetMap, c'est le recensement de tous les équipements d'accessibilité. Les bandes podotactiles au bord des trottoirs. Oui, tout à fait. C'est encore toute une thématique où on a eu beaucoup de gens qui se sont mobilisés. Ouais. Ouais. Bah ça, il n'y a que sur OpenStreetMap que je connais ça. Hein, oui, alors il y a d'autres données qui existent, mais elles sont pas libres. Donc tu vois, c'est toujours la même chose. C'est est-ce que ces données sont accessibles à tous? Ben oui, sur ESM, c'est vraiment la base. Hein, c'est ce bien commun numérique qu'on entretient tous, parce que si on l'entretient pas, la donnée géographique, c'est une donnée qui est périssable. Hein. Le terrain, il change sans arrêt. Si tu ne mets pas à jour ta donnée, au bout de quelques temps, elle perd tout son intérêt. Donner un coup de main quand on ne sait pas utiliser GitHub et qu'on veut juste cliquer sur des boutons dans une appli? Pour l'instant, je dirais que c'est encore un petit peu tech, tu vois. On en est à développer, à tester, à injecter de la donnée dedans pour voir ce qu'on va pouvoir faire avec. C'est un peu en mode laboratoire, quoi. Bon, ok, j'attendrai un petit peu. Mais ça va venir vite. Tu nous diras quand vous passez à l'étape 2, d'accord? D'accord. Cool, merci beaucoup. On va finir, si tu le veux bien, avec une vidéo de chiens. T'aimes bien les chiens? Ah oui. Cool. J'ai voulu changer un petit peu des chats parce que là, on a un chien qui veut pas sortir de sa baignoire.
à poil. C'est un husky sibérien qui nous fait une crise de nerfs, une vidéo de Lindsay Fleischmann. Et donc le husky en question s'appelle Zeus. Et il est dans la baignoire parce que, nous explique-t-il, il veut qu'on fasse couler l'eau et il a envie de jouer avec l'eau, il adore jouer avec l'eau, alors qu'elle, elle voudrait l'emmener en promenade. Donc elle essaye de le convaincre et il veut pas. Come on, get out of the bathtub. Come on. Let's go for a walk. Come on. I'm not turning on the water. Come on. Come on. Let's go for a walk. Come on. Zeus. Come on. Get out of the bathtub. Come on. Ça a l'air vraiment horrible, sa vie. C'est d'une tristesse. Une vie de chien. Voilà. Encore merci Christian Cast et à la semaine prochaine. Salut!